Je m'appelle Alex, 26 ans. Je travaille comme administrateur dans un hôtel. Vie assez standard. Rien de très excitant, juste gérer les clients et leurs plaintes bizarres toute la journée. Monsieur, le mot de passe Wi-Fi ne fonctionne pas. Madame, vous êtes en majuscule. Bref, je rentre chez moi après une autre journée de 10 heures, prêt à regarder quelques films, être joué à des jeux en ligne avec des potes. Le téléphone sonne. C'est Jessica, une amie d'enfance, que je n'avais pas vue depuis des mois. Elle a l'air en larmes. Elle vient de rompre avec son copain de 2 ans. Un type contrôlant qui ne respectait pas son indépendance. Classique drame de rupture. Elle a besoin d'un endroit où dormir pour quelques semaines le temps de se remettre sur pied. Je me dis, pourquoi pas? J'ai un appartement de 2 chambres. La seconde sert surtout de stockage. Bien sûr, Jess, viens quand tu veux. Elle arrive le soir même avec 3 valises et beaucoup d'attitude. Premier signal d'alerte? Merci de m'avoir sorti de la prison patriarcale dans laquelle j'étais coincé. Bon, un peu dramatique, mais elle traverse une période difficile. Le premier jour se passe bien. Elle déballait ses affaires en parlant de reconstruire sa vie à zéro. Je lui montre où se trouvent les choses. Lui donne une clé et lui explique simplement de m'aider avec les factures et de garder les espaces communs propres. Elle acquiesce, semble reconnaissante. On commande une pizza. On se remémore le passé, quand on faisait des cabanes avec des couvertures. Elle ressemble à l'ancienne Jessica. Être que ça ne sera pas si terrible. 3e jour, elle commence déjà à se plaindre de tout. La machine à café est trop bruyante. La pression de la douche est insuffisante. Mon installation de jeu prend trop de place dans le salon. Je garde mon calme et reste poli. Je déplace la console dans ma chambre. Elle dit merci, mais ça ne sonne pas sincère. Je commence à percevoir un certain sentiment de droit chez elle, mais je me dis que c'est temporaire. Fin de la première semaine, elle est censée chercher un travail. Je la vois sur son ordinateur à la table de la cuisine, parcourant les sites d'emploi. Comment ça se passe? Gay. Toutes ces entreprises veulent des qualifications impossibles. Ok, le marché est dur. Je propose de l'aider à améliorer son CV. Elle a un diplôme en communication et de l'expérience dans le commerce. Elle devrait pouvoir trouver un poste d'entrée de gamme au moins. Je passe ma soirée à réécrire tout son CV. À peine un merci. Semaine 2, je remarque qu'elle ne postule pas vraiment. Je lui demande gentiment. Elle me répond. Alex, je ne vais pas perdre mon temps avec des entreprises qui ne me respecteront pas. Je commence à m'agacer, mais me retiens. Je suggère agence d'intérim, petit job dans le commerce, juste pour commencer. Je n'accepterai pas n'importe quel emploi qui exploite mon travail. Très bien, mais le loyer ne se paie pas tout seul. Je me tais. Semaine 3, le schéma est clair. Elle dort jusqu'à midi, regarde Netflix toute la journée, se plaint de la société pendant le dîner. Je travaille 50 heures par semaine dans un job où des touristes exigeants me crient dessus, mais apparemment je ne comprends rien à la lutte féminine. Je garde mes pensées pour moi et tente de rester solidaire. Semaine 4, j'évoque doucement le sujet de sa recherche d'emploi. Elle change complètement de comportement, devient défensive. Toute suggestion de trouver un travail est désormais une attaque. Elle commence à laisser des livres féministes partout, des articles sur la masculinité toxique. Je me demande si c'est pour moi. Elle se sent chez elle et agit comme si l'appartement lui appartenait. Change les meubles, utilise mon compte Netflix, mange ma nourriture. Semaine 5, je commence à perdre patience. Après une journée particulièrement horrible au travail, je rentre pour me détendre avec un jeu vidéo. Le salon a été transformé en studio de yoga. Tapis, bougies, diffuseur d'huiles essentielles. Je demande juste un peu de calme. Waouh, Alex, tu contrôles ma pratique spirituelle. Elle insiste pour appeler ça notre appartement maintenant. Je ne comprends même pas la moitié de ces termes. Je veux juste jouer et manger mon reste de chinois, mais apparemment ça fait de moi l'oppresseur. Je me réfugie dans ma chambre et dîne seul pendant qu'elle continue sa
pratique spirituelle. Je suis dans mon propre appartement, caché dans ma chambre. Il y a un sérieux problème. Semaine 6, elle est complètement installée. Elle agit comme si elle possédait l'appartement. Elle invite des gens sans demander. 1. Cercle de conscientisation. 5 femmes assises dans mon salon à critiquer les hommes. Je rentre après une journée de 12 heures, elles s'arrêtent et me fixent comme si je perturbais leur réunion. Je vais chercher une bière dans la cuisine. L'une d'elles me suit. « Tu es Alex ? Jessica nous a parlé de ta situation. » « Ma situation ? Je ne soutiens rien, madame. Mais je hoche la tête et m'échappe à ma chambre. Je peux entendre parler de fragilité masculine à travers les murs. Semaine 7, je comprends qu'elle ne partira jamais. Jamais dit qu'elle resterait définitivement. Mais elle a acheté des plantes, fait livrer son courrier ici, changé son adresse. Quand j'évoque ses projets, elle détourne. Je suis encore en train de réfléchir, Alex. L'univers me guidera. L'univers ne paie pas tes factures, Jessica. Mais elle sait me culpabiliser pour toute question pratique. Chaque conversation sur des sujets concrets devient un débat philosophique sur le genre. Semaine 8, je touche le point de rupture. Je suis plus direct. Note sur le nettoyage. Participation aux courses. Réponse. Explosion émotionnelle. Je ne peux pas croire que tu essaies de me contrôler. Première, mon ex. Maintenant toi. Tous les hommes sont pareils. Je demande juste qu'elle lave ses assiettes, mais selon elle, c'est de l'oppression. Elle s'enferme et passe des heures au téléphone. Le lendemain matin, elle a encore réaménagé tout le salon. Canapé, table basse, tout. Elle appelle ça « améliorer le flux d'énergie ». En plus, elle commence des rituels matinaux à 6 heures. Méditation bruyante, chant, encens. Je demande juste un peu de calme pour dormir avant mes shifts matinaux. Réponse, lecture sur « faire taire la pratique spirituelle ». Je laisse des notes pour demander un minimum de respect. Elle répond avec les siennes. C'est un espace partagé, pas une cave d'hommes. Vérifie ton privilège. Elle amène un type non lavé, nommé Brad, soi-disant conseiller spirituel. Il s'assied sur mon tapis, à discuter des chakras, brûler des bougies partout. Brad me dit que je suis bloqué dans l'énergie masculine négative et qu'il travaille sur mes blocages. Jessica valide tout ce qu'il dit. Brad s'installe presque chez moi. Ses affaires dans ma salle de bain, smoothies avec mes courses, douche et serviettes à volonté. Quand je proteste, Jessica dit qu'il contribue à l'entretien émotionnel du foyer. Aucun des deux ne nettoie ou ne cuisine. Brad critique tout. Ton téléviseur émet des vibrations négatives. Ton flux d'énergie est mauvais. Achète des cristaux pour purifier l'espace. Je rentre un jour et trouve une réunion de la commune, dans mon salon. Jessica, Brad et 4 inconnus, assis en cercle, discutant de la décolonisation des espaces domestiques. Une fille aux cheveux violets dit que payer le loyer ne donne pas plus de droits. Il planifie littéralement de renverser mon bail. Quand je demande une discussion privée, Jessica dit qu'il ne croit pas aux hiérarchies. Finalement, je l'ai isolée. Elle affirme qu'ils expérimentent des modèles alternatifs de vie communautaire. Je rappelle que c'est mon appartement. Elle qualifie ça de langage possessif. Quelques jours plus tard, Jessica me fait asseoir avec un visage sérieux. Elle dit avoir réfléchi à notre situation. Je me dis enfin, elle va être raisonnable. Et elle annonce qu'elle a décidé que partir reviendrait à laisser le patriarcat gagner. Si elle bouge parce que je le veux, elle renforcerait la domination masculine. Elle a donc décidé de rester définitivement et de contester les structures oppressives. Elle est complètement sérieuse. Je lui explique qu'elle ne peut pas décider de vivre pour toujours dans mon appartement. Elle rétorque que le logement devrait être humain, pas une marchandise. Brad l'appuie avec enthousiasme. Moi, j'ai transcendé les attachements matériels, contrairement à toi.
Je rappelle que c'est un homme de 30 ans qui dort sur des canapés. Jessica qualifie ça de jugement. Il commence à tenir des réunions stratégiques quotidiennes pour résister à mon oppression. Je les entends à travers les murs, documentant ma prétendue agressivité masculine. Chaque fois que je demande un minimum de courtoisie, il le note comme preuve. Je laisse des notes avec des délais pour qu'il parte. En réponse, il colle un manifeste dans la cuisine. Ce foyer ne tolérera pas les ultimatums patriarcaux. Tous les êtres ont le droit égal d'exister ici. Brad suggère même de me facturer pour leur service. Le lendemain, je trouve une facture sur ma porte. Service rendu, challenger les biais inconscients, élargir la vision du monde. Montant dû, 800 $. Je me fais facturer par des gens vivant gratuitement dans mon appartement. Je rentre et découvre qu'ils ont peint un mur du salon avec des symboles féministes et des signes de paix. Je signale que le dépôt de garantie est compromis. Jessica répond. L'art est une expression, pas une destruction. J'appelle le propriétaire pour changer les serrures. Il explique que selon la loi sur les locataires, s'ils ont établi une résidence, c'est un cauchemar juridique. Jessica entend et m'accuse d'utiliser le système pour la réduire au silence, affirmant que ma vie était vide avant qu'elle y apporte la conscience. Je cherche les procédures d'expulsion en ligne. Le système légal protège les squatteurs comme des locataires légitimes une fois qu'ils s'installent, même sans bail, paiement ou invitation permanente. Le locataire payant a 0 recours. Je tente une dernière conversation rationnelle. Jessica, ça a assez duré. Tu dois partir immédiatement. Elle refuse. Ce n'est pas pour le logement. C'est une question de principe. Je pointe que c'est juste un logement gratuit pendant que je travaille sans arrêt. Elle fait semblant de pleurer sur l'amitié et la justice sociale, pure manipulation pour me culpabiliser. Je contacte la police en dernier recours. Ils arrivent, calmes au début, mais Jessica et Brad se présentent comme des locataires harcelés par un propriétaire agressif. Les officiers disent que c'est un litige civil nécessitant une procédure d'expulsion. Les squatteurs ont plus de droits que les payants. Après leur départ, Jessica jubile. Même eux reconnaissent que tu ne peux pas nous expulser arbitrairement. Brad déclare « L'univers protège les gens de l'énergie négative. La situation atteint un véritable face-à-face. Je songe à déménager moi-même, mais ça signifierait rompre le bail, perdre le dépôt et laisser l'absurdité gagner. Je commence à dormir avec la porte verrouillée, incapable de leur faire confiance autour de mes affaires. Jessica utilise mon ordinateur pour prétendument postuler à des emplois, mais l'historique montre réseaux sociaux et achats en ligne. Brad mange ma nourriture et utilise mes produits de toilette, appelant tout propriété commune. Jessica mentionne que son père appelle parfois pour savoir comment elle va. Je décide de tenter une solution alternative. La pression familiale. Je me souviens de M. Miller, voisin de nos barbecues d'enfance, un ouvrier sérieux, pas du genre à tolérer le mode de vie parasitaire de sa fille. Je l'appelle le soir même, un peu tremblant. Après un long silence, il comprend que Jessica m'a menti. Elle a prétendu avoir trouvé un logement indépendant après sa rupture. Je lui explique comment un simple hébergement temporaire est devenu une occupation permanente, qu'elle refuse de travailler, qu'un inconnu vit chez moi et que l'appartement est devenu un symbole d'oppression patriarcale à ses yeux. Monsieur Miller est furieux. Il dit qu'elle a complètement perdu la tête et qu'il va venir régler la situation. 11 heures de route ne lui font pas peur. Je ressens un énorme soulagement pour la première fois depuis des mois et le remercie. Il me dit que j'aurais dû l'appeler plus tôt. Le lendemain, au travail, je peux enfin me concentrer sans craindre de rentrer chez moi. Vers 14h00, je reçois un message de M. Miller. Il est arrivé et demande si Jessica est là. Je réponds qu'elle devrait l'être. Il me conseille de ne pas rentrer tant qu'il n'a pas confirmé que tout est réglé. 1 heure plus tard, Brad est parti. Jessica commence à faire ses valises. Elle se dispute, mais je ne pars pas sans elle. À 10 à 7h00, dernier message. Tout est clair.
Elle rentre chez son père. Je conduis chez moi. Pour la première fois avec de l'excitation plutôt que de l'angoisse. L'appartement est vide. Silencieux et propre. Les affaires de Jessica ont disparu. Et toutes les décorations bizarres de Brad aussi. Même le mur peint a été nettoyé. Sur le comptoir de la cuisine, une note de M. Miller. Alex. Désolé pour le désordre causé par ma fille. Je l'ai mieux élevée que ça. Elle restera chez moi jusqu'à ce qu'elle se reprenne et trouve un vrai travail. Voici l'argent pour les dégâts et les soucis. Il y avait une enveloppe de 500 $ en espèces. Je m'assois enfin sur mon canapé dans mon salon. Je allume la télé sans demander la permission. Je commande une pizza sans partager. Je mange en paix sans recevoir de leçons sur le capitalisme. Première soirée normale depuis 5 mois. Je n'ai jamais eu de nouvelles de Jessica. Des amis communs disent qu'elle est retournée vivre chez ses parents et qu'elle a fini par trouver un job dans le commerce. Quant à Brad, il a probablement trouvé un autre canapé où squatter. Parfois, je me demande si elle a appris quelque chose de cette expérience. Probablement qu'elle me tient responsable d'avoir appelé son père plutôt que de reconnaître son comportement. Mais honnêtement, je m'en fiche. J'ai appris une leçon précieuse. Poser des limites dès le départ et ne jamais laisser quelqu'un rester juste pour quelques semaines. Certaines personnes confondent gentillesse et faiblesse. Monsieur Miller a conduit 11 heures pour ramener sa fille adulte chez lui. Véritable héros de toute cette histoire.